Aude Seppé est une artiste multidisciplinaire qui vit une semaine assez riche en émotions. En fait, ça a commencé à la fin du mois de février parce qu'elle présente à premier acte un spectacle qui s'appelle Porte close, dont on va vous parler un peu plus tard. Vous l'avez peut-être entendu, Aude, sur nos ondes il y a un mois, fin janvier à peu près. Elle était venue faire une première chronique. On avait parlé de la place des femmes en politique, du travail qu'elle avait fait. On va revenir un peu là-dessus. C'est une diplômée du programme de théâtre musical de Sainte-Thérèse, diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en jeu. Elle fait un bac à l'Université Laval à temps partiel. Elle est comédienne, elle est autrice, elle est metteur en scène aussi. Elle est très interpellée par les enjeux de genre en politique. C'est même ce thème-là qui est abordé dans son spectacle, donc Porte close, qui est présenté jusqu'au 8 mars, donc à premier acte dans Saint-Jean-Baptiste. Comment ça va, Aude? Ça va bien, fatigué, toi, un peu, ouais? Ouais, ben le c'est spectacle sûr a que commencé fin 28, c'est quoi, quelle date? 25 février. 25 février. Ouais, c'est ça. Tous donc, les soirs? On a fini notre première... oui, tous les soirs à partir du 25. Puis là, on a eu une petite pause dimanche, lundi. Fait que on a pris des forces. Et c'est toi qui es sur scène? T'es pas toute seule? Même? Exactement, avec Nadia, Gérard et Daya. Ouais, c'est 1h35. Puis si vous venez voir la pièce, vous verrez que ça arrête pas. Là. On est les deux tout le temps sur scène. Moi, je suis comme dans l'histoire du début à la fin, puis Nadia campe énormément de différents personnages, donc c'est ça. Quand on s'est vu la dernière fois, tu nous avais promis qu'à ta prochaine visite, tu aborderais un autre thème qui t'est cher, c'est celui des dynamiques de pouvoir en politique. C'est un peu de ça dont tu veux nous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ben, la dernière fois, j'avais parlé plus de représentation des femmes en politique. Puis là, en fait, ce que je voulais faire, c'était creuser un petit peu parce que, comme je l'abordais dans ma dernière chronique, on est quand même rendu pas si pire niveau parité en politique provinciale. On est à 46,4 % alors que, par exemple, au fédéral, on est environ à 35 % et au municipal, on est à 23 %. Donc, c'est comme le double d'au palier municipal. Donc, c'est vrai que oui, il y a de plus en plus de femmes en politique provinciale, mais ce qui est intéressant, c'est que la rétention, par contre, est pas là. Il y en a beaucoup qui quittent. Donc, il faut comme continuer à aller en chercher 2 fois plus parce qu'il y en a beaucoup qui quittent. Puis, ben, on a remarqué qu'après le mandat de 2018, à la CAQ, les 2/3 des départs, c'était des femmes. Puis au PLQ, c'était 61 %. Puis même QS sont rendus à... Ils ont plus du tout la parité. Là. C'est rendu 2 fois plus d'hommes que de femmes dans le caucus. Puis il y a quand même eu des démissions controversées dans ce parti-là. On pense à Catherine Dorion qui a sorti un livre pour parler de son expérience. Émilie Lessard-Terrien aussi, que les deux, elles ont abordé une centralisation du pouvoir qui était concentrée autour du chef parlementaire, qui est co-porte-parole, mais qui est quand même chef parlementaire. Donc il y a un certain pouvoir particulier associé à ce rôle-là, qui est un homme, et puis une clique un petit peu autour de cet homme-là. Puis c'est vraiment quelque chose qui est décrié. En général, il n'y a pas beaucoup d'élus qui osent s'exprimer sur les raisons de leur départ quand il s'agit de quelque chose de plus propre au parti. Tu sais, on parle de conciliation travail-famille quand il y a lieu. Par exemple, Marois Risky récemment a abordé la conciliation travail-famille, ce qui est vraiment un enjeu, c'est certain. Mais des fois aussi, c'est juste plus des dynamiques justement de pouvoir à l'intérieur du parti, pas se sentir écouté, pas sentir qu'on a sa place, qu'on a le même impact sur le parti que ses collègues hommes dans beaucoup de cas. Donc c'est sûr que ça aussi, ça fait perdre son sens à l'engagement. Là, ça, c'est quelque chose que Émilie a abordé dans le texte qu'elle a mis sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'était la peur de perdre le sens, la peur de perdre l'espoir. Puis ça, je pense que c'est ça qui est très difficile quand on s'implique en politique. C'est quand on sent que on fait pas de différence. Puis c'est tellement une job qui est difficile que quand on sent que on n'a pas sa place, qu'on n'a pas d'impact, ben c'est certain que ça perd rapidement son sens. Donc, c'est ça. Ben, moi, je me demandais, en fait, dans Porte close, qu'est-ce qui peut expliquer les raisons de ces départs? Puis aussi, j'avais, en fait, en 2021 aussi, il y avait pas, on n'en parlait pas tant que ça. Il n'y avait pas encore tant de départs répertoriés. Puis moi, je me demandais, est-ce que la vie de politicienne est moins rose que ce qu'on prétend? Parce que je voyais justement, tu sais, cette parité qui était mise de l'avant. Puis je me disais, mais je sais pas si les femmes ont réellement un impact tant que ça, parce que c'est pas la même chose d'avoir un poste de député puis d'être élu, puis d'avoir un impact sur le parti, d'avoir une réelle place, de pas avoir juste à suivre la ligne de parti comme on en parle souvent. Donc j'ai voulu creuser ce
sujet-là parce que je trouvais que les médias, même encore aujourd'hui, malgré les départs, je trouve qu'on en parle de façon très succincte alors que c'est un sujet quand même qui est vaste et dans lequel il faut aller en profondeur quand même pour comprendre bien le sujet. Puis aussi, ben c'est très secret, évidemment. On considère encore que c'est un suicide politique de critiquer son propre parti. Donc, c'est certain que beaucoup de femmes osent pas. Justement, il y a eu des démissions, il y a eu de la prise de parole de la part d'ex-élus de QS qui ont été quand même mal reçus, évidemment, parce que stratégiquement, c'est pas très intéressant pour le parti et évidemment, ben, tout le monde veut le meilleur pour son propre parti. À la CAQ, on a des femmes qui se sont plus exprimées. Je pense à Claire Sanson qui a quitté le parti, donc c'est sûr que là, c'est moins pire. Émilie Foster aussi, mais par exemple, au PLQ, au PQ, il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent s'exprimer sur les dynamiques peut-être un petit peu plus difficiles parce que c'est certain que les dynamiques de genre, les enjeux de genre, c'est à travers toute la société, on le sait. Fait que c'est sûr qu'il n'y a aucun parti qui est exempt de dynamique de pouvoir, d'enjeux un petit peu difficiles. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement un milieu où on peut pas critiquer que c'est encore très difficile. Donc moi, en fait, j'ai voulu libérer la parole, savoir c'était comment la vie de politicienne, puis c'est de ça que parle ma pièce, là. Ouais. Mais cette pièce-là, elle t'a été inspirée notamment par le fait que tu as toi-même fait du militantisme politique. Ouais. On peut peut-être revenir un petit peu sur ton parcours. T'es une jeune femme, évidemment, puis ça rend ça d'autant plus intéressant. Quand tu étais venue, tu avais fait un peu on avait commencé avec une présentation de ta personne, de ton parcours des dernières années. Tu avais commencé en disant, je me souviens, en 2018, comme une grande partie de la jeunesse au Québec, j'ai été en quelque sorte enivré par le succès électoral de QS. Ouais. Catherine Dorion avait été élue. Tu avais dit, c'est une personne qui m'a inspiré beaucoup, ça. Ouais. Oui, ben c'est ça, tu sais, j'en parlais dans ma dernière chronique, la représentation, à quel point c'est important. Puis moi, Catherine Dorion, tu sais, je la connaissais pas tant que ça, mais je savais que c'était une artiste. Je voyais la façon dont elle s'exprimait. Ce qu'elle disait te rejoignait? Il y avait quelque chose d'inspirant dans son discours? Oui, puis surtout juste dans son profil qui n'était pas celui qu'on voit généralement à l'Assemblée nationale. Je me disais, c'est une femme qui est quand même, qui a un esprit artistique, qui a une liberté de parole, puis aussi qui prend sa place, tu sais, qui ose dire les choses, qui... Je sais pas, il y avait comme une espèce de liberté. C'est vrai qu'elle avait un profil atypique. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui m'a rejoint. Justement, le mot punk revient souvent. Hein? C'est vrai qu'elle a un côté punk. Ouais. C'est très nouveau à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, ça lui a causé des péripéties assez particulières. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire-là de la photo. À Halloween, elle s'était déguisée en vraie députée. Fait qu'elle était un peu habillée en madame. Elle s'était fait prendre en photo, je pense, en tout cas, un endroit là, un peu emblématique de l'Assemblée nationale. Ça avait très mal passé chez ses collègues députés élus, pas à QS, mais dans les autres partis. Sur les réseaux sociaux, ça avait fait un... Donc, c'est ça, le parcours de Catherine Dorion, qui est effectivement entrée en politique avec quelque chose de très, très spécial, très singulier, très unique. Quand on lit son livre, le livre qu'elle a écrit justement dans lequel... Comment ça s'appelle? Les têtes brûlées. On sent que c'est un peu ce qui n'a pas passé, en fait. Elle a le sentiment d'avoir été rejetée précisément un peu à cause de ça. Pas juste au sein de son propre parti, mais dans l'institution démocratique même qui est l'Assemblée nationale. Oui, puis tu sais, moi, Catherine, c'est sûr que je suis pas exactement Catherine. Peut-être que je suis moins punk que Catherine, mais ce qui est sûr, c'est que je retenais que elle était différente, elle était elle-même, puis c'était ça qui m'inspirait, qui me disait, il y a la possibilité de faire ça, tu sais. Mais moi-même, je sentais que quand j'étais moi-même, quand je voulais prendre la place dans l'espace, il y avait une réticence. Fait que je me disais, hey, Catherine, je sens qu'il y a une réticence des médias, peut-être même qu'il y a de la réticence au sein de l'Assemblée nationale. Je me disais certainement peut-être d'autres partis. Je me doutais pas à quel point potentiellement il y avait des réticences de son propre parti aussi, parce que c'est toute la game politique aussi, tu sais, qui marche comme ça. Puis c'est ça aussi la découverte de mon personnage dans son implication politique. C'est pas juste la découverte d'un parti, parce qu'elle s'implique au sein d'un parti, mais c'est aussi toute la stratégie politique, en fait, auquel même les partis de gauche n'échappent pas, tu sais. Est-ce que ça t'a déçu quand elle a démissionné, Catherine Dorion? Oui, c'est sûr que oui, je m'y attendais pas.
Ouais, tu sais, moi, j'ai commencé à m'impliquer, en fait, parce que j'avais envie de m'impliquer aux côtés de Catherine pour la campagne. J'avais envie de vivre la frénésie dont elle parlait de 2018. Tu sais, ça m'avait été décrit comme quelque chose de merveilleux. Puis moi, j'avais envie, en fait, de retrouver l'espèce d'adrénaline de 2018, de la manifestation où j'étais allée pour le climat à Montréal. J'avais envie de trouver cette espèce de frénésie de révolution collective puis d'impact. Fait que quand elle est partie, ben oui, c'est sûr que ça a été un choc, là. Puis tout ce que ça voulait dire aussi, parce que je me disais, je suis pas sûre qu'elle est bien. Puis quand elle a décidé de partir, je me suis dit, ça veut dire qu'elle est pas bien, tu sais. Ouais. C'est pas aussi simple que ça, évidemment, mais ça a été ça le symbole, tu t'es impliqué en 2022, hein, c'est ça? Ouais. Mais entre 2018 et 2022, si je me trompe pas, tu as fait le conservatoire. C'est ça. Puis c'est drôle parce que tu nous expliquais qu'au conservatoire d'art dramatique, c'est là que tu as eu envie de rencontrer des politiciennes pour parler de ces sujets-là. Comment le conservatoire d'art dramatique, où on forme des acteurs, où on les forme à un art, t'a aiguillé vers le monde politique? Parce que tu étais déjà très militante au moment de commencer tes études au conservatoire? Ou? J'irais pas jusqu'à dire très militant, mais c'est sûr que j'avais l'esprit militant, politique, l'esprit... Oui, c'est ça. Je m'intéressais à ça. Tu sais, moi, c'est ça. J'ai eu comme mon éveil en 2018. Ça a été les élections. Puis là, après, je suis allée au conservatoire. Puis ça a été comme un peu me faire couper l'herbe sur le pied d'une certaine façon. J'avais l'impression sur le coup. Mais aussi, il faut savoir que le Conservatoire de Québec, c'est une formation en jeu, mais en création avant tout. Donc, on crée, donc on aiguise qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous habite. Puis moi aussi, il y a eu la pandémie, il y a eu toutes sortes de mouvements sociaux, puis il y a eu beaucoup pas d'école aussi. Moi, j'ai quand même un trou dans mon conservatoire à cause de la pandémie. Fait que ça, c'est sûr que ça a fait que ça a ramené un petit peu les priorités à l'avant-plan. Les priorités étant, d'abord, je me suis dit, les mouvements sociaux, il faut faire quelque chose, lutter contre les injustices. Aussi, après, j'ai réalisé que le théâtre, c'est aussi essentiel, l'art, c'est essentiel, puis c'est une priorité. Ouais. Mais ça reste que ça m'a encore rattrapé, l'espèce d'envie de militantisme. Puis, en fait, c'est en troisième année, dans mon cours de création, on devait amener pour un devoir, c'était Anne-Marie Olivier qui le donnait, qui a une démarche documentaire. Puis, elle nous a dit, je veux que vous fassiez une entrevue avec quelqu'un puis que vous écriviez à partir de ça. Puis moi, je me suis dit, l'entrevue qui me tente le plus, c'est de parler à Catherine Dorion pour savoir c'est comment sa vie était en poste à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ça va pas être facile. C'est sûr que j'ai pas mon texte d'ici la fin de la semaine. Puis je l'ai pas eu, mais c'est ça qui a parti le bal. Ouais. Puis en attendant Catherine, j'ai parlé à d'autres personnes. Puis ça m'a juste donné envie d'avoir de plus en plus de conversations. En 2022, rappelle-moi, Catherine Dorion se représente à ce moment-là? Dans le fond, moi, j'ai commencé mes entrevues en 2021. Ouais. Donc, en 2021, je commence mes entrevues. Catherine est encore en poste. Puis, je commence à m'impliquer en janvier. Puis, en janvier 2022, c'est dit qu'elle se réimplique. C'est ça, c'est ça qui est dit à tout le monde. C'est qu'elle va solliciter un deuxième mandat. Ouais. Elle nous l'a annoncé, tu sais. Fait que moi, j'ai pris ça pour du cash. Mais c'est ça, dans le fond, ça se tramait quand même depuis un bout, mais le parti voulait attendre avant de l'annoncer. Fait que c'est ça. Donc, ton implication a consisté en quoi exactement pour QS? T'as fait de l'organisation? Ça a été quoi? J'ai commencé par m'impliquer sur le comité de coordination. Ouais. Donc ça, c'est le groupe qui organise des événements de mobilisation pour le parti dans ma circonscription qui était Tachereau, celle de Catherine. Donc c'est ça. J'ai commencé par juste aider à organiser les activités dans la pré-campagne, dans l'entre-campagne. Puis après, quand la campagne électorale a été déclenchée, ben là, je me suis demandé, est-ce que je veux plonger à 100%? Puis finalement, oui, j'ai eu un poste à temps plein sur la campagne. J'étais responsable des bénévoles. Donc c'est ça. J'ai vraiment été dans le centre, dans l'équipe centrale autour de notre candidat qui était Étienne Grandmont et non pas Catherine. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai vraiment été au cœur de la campagne avec cette équipe-là. Ah, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là? Ben c'est sûr que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Tu sais, je m'attendais à ce qu'on m'avait décrit en 2018. Aussi, tu sais, je sais pas comment ça se serait passé en 2022. Parce que les résultats étaient très différents. 2018 et 2022. 2018, ils ont fait élire beaucoup de députés en région, notamment. Il y avait Émilie en Abitibi, il y avait une députée en Estrie. Les résultats étaient plus décevants le 22 aussi. Est-ce que ça teintait, même avant le scrutin, est-ce qu'il y avait déjà une espèce de pessimisme? Est-ce que vous sentiez que c'était plus difficile? C'était moins enthousiasmant que ça l'était 4 ans plus
tôt, même si tu n'avais pas connu cette période-là? Ben, c'est sûr qu'au sein des discours du parti et tout, non, il y avait vraiment une envie de grossir encore plus. Mais ça reste que la personne qui était le leader du parti n'était pas la même personne qu'en 2018. En 2018, c'était Manon Massé, puis là, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, la ligne, quand même, était pas exactement la même, puis on s'est rendu compte de plus en plus, en tout cas, ben, je vais juste parler pour moi, mais c'est sûr que ça a commencé par d'abord l'investiture dans Tachereau, où il y avait beaucoup de monde qui espérait que ce soit une femme qui remplace Catherine, peut-être une femme avec un profil un peu atypique, comme Catherine. Finalement, ça a été Étienne Grandmont, puis c'est quelqu'un qui a des compétences extrêmement pertinentes pour la circonscription de Tachereau. C'est quelqu'un qui se bat pour le tramway, contre le troisième lien, extrêmement pertinent. Mais pour moi, il y avait une espèce d'envie de une femme est différente puis se fait élire, puis là, il n'y avait plus cette possibilité-là, tu sais. Fait que ça a été un premier petit coup, mais après, j'ai décidé de m'impliquer quand même. Puis en fait, c'est que la campagne de 2022, beaucoup de militants ont senti que c'était très centralisé, puis on sentait qu'il y avait des choses qui étaient priorisées, qui étaient peut-être un petit peu plus au centre, moins à gauche, puis c'était dans l'espoir d'avoir des gains. Puis dans ces gains-là, ben, on n'a pas nécessairement mis toutes les stratégies de notre côté pour que des femmes soient élues. Ça n'a pas été la priorité, puis ça a été ça aussi qui s'est passé aux élections, c'est que les femmes sur lesquelles le parti avait misé n'ont pas gagné, elles ont perdu de loin. On a fait des gains, mais c'était toutes des hommes, on a perdu un siège, une députée, tu sais, ça a été quand même très difficile, puis ben, plusieurs personnes ont senti qu'il y avait quand même des problèmes de stratégie, puis c'était pas un hasard de la population est pas prête pour des femmes. Parce que ça, on le sait que c'est pas vrai que la population est pas prête pour des femmes. Souvent, c'est à l'intérieur du parti que la stratégie est pas assez mise. Fait que le constat que fait Catherine Dorion dans Les Têtes brûlées, tu le partages au fond? Sur les enjeux de genre, oui. C'est sûr qu'après, Catherine, c'est quand même plus large son constat sur la démocratie, sur le rôle de député. Moi, je suis pas à sa place. J'ai probablement pas la même lecture de... j'aurais pas eu la même expérience de député, en fait. On n'est pas pareil, mais ce qui est sûr, c'est que la centralisation du pouvoir, oui, ça, c'est ça que j'ai ressenti, puis c'est ça, pour moi, le grand problème pour les femmes en politique et les personnes de la diversité de genre, c'est que c'est encore des hommes qui sont en position de pouvoir. Autour d'eux, une clique rapprochée, c'est normal. On veut s'entourer des personnes à qui on fait confiance. Mais souvent, les biais font que c'est des hommes, donc c'est juste des hommes, au final, qui prennent les décisions. À cause de la ligne de parti, on doit suivre les décisions. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes, au final. Puis oui, moi, ça m'a beaucoup parlé, ce constat-là, dans le livre. Ça dérange beaucoup de gens que ça arrive à QS. Comme si on s'attendrait à quelque chose comme ça de la part d'un parti comme la CAQ, mais que le seul vrai, authentique parti progressiste au Québec vive aussi ce genre de noyautage masculin-là autour d'un chef. Ouais. Ça déçoit beaucoup de gens. Ça te déçoit, toi? Oui, ça a été très décevant. Moi, j'étais jeune, je vivais un peu dans une utopie. Tu sais, 2018, quand même, ça a été... Ils ont ramassé beaucoup de jeunes QS, puis ça me parlait tellement. Puis oui, ça a été difficile de réaliser ça. Après, il y a aussi la réalisation que, comme je disais tantôt, c'est comme ça dans le milieu politique, la stratégie, faire des games pour essayer d'aller rejoindre du monde. Tous les partis font ça. Puis il y a ça aussi dans la pièce que Aude rencontre des politiciennes d'autres partis, puis elle se dit « Waouh, ça a l'air tellement le fun dans les autres partis, mais... » Au final, c'est parce qu'elle s'implique au sein de ce parti-là qu'elle voit ses défauts. On se doute que si elle s'était impliquée à la CAQ ou au PLQ, ça n'aurait pas été mieux, ça aurait été encore pire. Oui. Mais oui, il y a quelque chose de « je pensais que ce parti-là était blanc comme neige, puis il l'est pas. » Ça, c'est certain que ça déçoit. Il y a une désillusion d'une certaine façon. Je veux qu'on parle un peu de ton spectacle quand même. Tu as présenté Tu avais présenté une première mouture de Porte Close au Chantier. Les Chantiers, je pense que c'est ta première acte aussi. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre du Carrefour international de théâtre. Puis on présente des étapes de travail. Voilà. Donc, des fois, c'est des lectures. Des fois, c'est juste une scène, du mouvement. C'est des pièces qui sont encore à l'état embryonnaire, autrement dit, qui n'existent pas encore mises en scène, mais qui sont en chantier, là, le mot le dit. Tu avais présenté ça, donc. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui comme produit fini, c'est à peu près fidèle à ce qu'il y avait dans les chantiers, ou le projet a mué d'une certaine façon depuis 2023? Ça a définitivement mué. C'est sûr qu'il y a une suite de l'histoire niveau actualité politique, parce qu'on suit quand même, c'est collé sur l'actualité. T'sais. Après
après, toute l'implication, la campagne, ça avait déjà été fait quand ça a été présenté en 2023. Donc, c'est sûr qu'il y a c'est comme si une première partie était là, mais après aussi, je suis allée faire des entrevues plus ciblées. Tu sais, en 2021, puis la version qui a été présentée en 2023, c'était avec des politiciennes qui étaient en poste. Donc ça, c'est pas du tout le même point de vue que des politiciennes qui ont quitté depuis plusieurs années. Aussi, je suis allée chercher des témoignages d'attachés politiques. Aussi, je suis allée chercher des gens qui s'impliquaient de façon militante dans des organismes communautaires, en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, il y a comme des nouveaux points de vue qui sont amenés. Puis aussi, inévitablement, il y a un recul. Tu sais, en 2023, ça faisait pas si longtemps que ça que j'avais fini la campagne. Là, quand même, il y a un recul, il y a plus de nuances qui est apportée, aussi plus de déception par rapport à certains départs qui sont arrivés encore depuis. En 2023, le livre de Catherine n'était pas encore sorti au moment où j'ai présenté mon chantier. Donc, c'est sûr que ça aussi, puis pas juste les révélations, mais aussi la réponse médiatique à son livre, ça, c'est très intéressant. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des nouvelles choses à se mettre sous la dent. Il y a une grosse partie quand même de révélation de c'est comment la vie de député, qui était là au chantier, qui va encore être là. Mais c'est sûr que la pièce a beaucoup évolué, a pris de la maturité, puis j'ai pris du recul, puis de la nuance. Tu es au début là, d'une vie artistique, d'une carrière artistique. Est-ce que tu peux t'imaginer un jour faire de l'art sans militantisme? Faire de l'art qui explorerait des thèmes plus universels ou... Ben c'est certain que, tu sais, après, on milite pour que ça aille rejoindre... Au final, c'est dans un désir de faire des trucs qui sont plus universels, qui vont aller rejoindre plein de monde, mais c'est certain que là, la place des femmes en politique provinciale, c'est très précis. Oui, c'est très niché, ouais. Mais je pense que ça va toujours être comme ça parce qu'au théâtre, c'est tellement il y a tellement une infime partie de... On doit prendre un sujet puis l'étirer, créer des personnages auxquels on va s'attacher, des scènes un peu punchées. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler d'un sujet qui est plus théorique. Moi, c'est certain que je vais toujours vouloir creuser des éléments qui sont des enjeux sociétaux. Là. C'est certain qu'il va tout le temps y avoir... Peut-être que ça va pas nécessairement être documentaire. Je pense qu'il va toujours y avoir une part de documentaire dans l'approche des entrevues ou une enquête. Pour parler de la réalité de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il faut aller chercher la personne, au moins lui parler si c'est pas collaborer avec cette personne-là artistiquement. Donc, c'est certain que moi, je vais toujours avoir envie de faire du militantisme parce que j'ai besoin de militer. Puis si je ferais pas d'art si c'était pas pour militer. C'est ma façon de militer. Carrément? Ouais. Ben oui, je pense que, tu sais, en tout cas, moi, je suis au courant des enjeux qui ont lieu, puis j'ai juste envie de faire du bien, puis d'améliorer les choses, de participer au changement. Puis c'est ça que j'espère que la pièce va faire pour les gens aussi, tu sais. C'est sûr que le constat est pas facile, mais il est nuancé, il y a des bons moments, puis le but, c'est juste, si on met pas la main à la pâte, ça va continuer comme ça. Fait qu'il faut continuer à se donner la main, à apporter de l'eau au moulin, puis à se battre pour nos droits, tu sais. Porte close, c'est le nom du spectacle d'Aude-CP. C'est présenté jusqu'au 8 mars à premier acte. Il reste plus de billets pour ce soir, si je me souviens bien. C'est complet. Ouais, toutes les représentations sont complètes. C'est déjà tout complet sauf, on a rajouté une supplémentaire ce vendredi, mars, 16h. Donc, c'est la relâche. Donc, si vous êtes disponible. Puis aussi, si jamais vous êtes juste disponible un soir, il y a toujours des petites places à la porte. Donc, ça vaut la peine quand même de s'essayer, là. Ah, bon filon. Merci beaucoup, Aude. Toujours merci agréable. à toi, Philippe. Bye bye. Organisme communautaire, culturel, OBNL.